Ce soir, dans notre focus politique, nous plongeons dans l'histoire et les zones d'ombre d'un président emblématique. François Mitterrand, à l'occasion de la sortie d'un livre événement, Le Dernier Empereur, signé Pascal Blanchard et Nicolas Bancel, publié chez Philippe Ray. Nous revisitons la trajectoire coloniale et post-coloniale d'un homme qui, derrière le mythe du grand décolonisateur, a œuvré sans relâche pour préserver la grandeur de la France, quitte à sacrifier certaines promesses de gauche. Quel héritage pour quel successeur? Quel poids pour les socialistes d'aujourd'hui? C'est avec tout ça que nous analysons ce soir. Et grâce à Pascal Blanchard, historien spécialiste du fait colonial. Bonsoir Pascal Blanchard et bienvenue dans le JTA. Bonsoir, merci. Alors, c'est une somme, hein. Un livre énorme. Ce livre commence déjà, on va rentrer directement dans le sujet, commence par expliquer dès l'introduction que la trajectoire coloniale de François Mitterrand a été sous-évaluée. Expliquez-nous pourquoi. D'abord parce que lui-même a parfaitement su réécrire et effacer sa propre histoire. Il a très vite compris au sortir des indépendances que son activisme politique en faveur de l'Empire n'était pas véritablement une belle idée pour un homme de gauche qui voulait fédérer la gauche, et il va en 65 avoir sa première élection présidentielle. Donc il va lui-même l'effacer, il va la réécrire. Il va en fait convaincre ses biographes, les journalistes, son entourage, qu'il avait un autre destin, de visionnaire, celui qui aurait déjà pensé à la décolonisation. Et puis, les Français ont voulu tourner la page de l'histoire impériale au début des années 60. Donc ils se sont peut-être moins intéressés qu'à d'autres sujets de son parcours personnel. Et puis les socialistes n'avaient pas forcément envie d'aller regarder ce qu'il y avait derrière le porteur de la francisque, en plus porteur d'idéaux colonialistes. Ça faisait beaucoup pour celui qui allait devoir et qui allait pouvoir fédérer les gauches et les emmener à la victoire en 81. Ça arrangeait tout le monde, lui le premier, d'effacer ce passé. D'effacer un passé assez lourd. Revenons à ses débuts. Vous dites que le colonialisme de l'ancien président a été enraciné dès les années 30. Oui. Justement, dites-nous en plus. C'est une belle découverte dans cet ouvrage, c'est de poser la question, en fin de compte, comme c'est une biographie de d'où il part. C'est quoi ces livres qu'il lit? C'est quoi ses premiers engagements politiques? Et puis on découvre que sa première manifestation, c'est pour soutenir Mussolini qui veut conquérir l'Éthiopie. On découvre son engagement dans des milieux nationalistes et d'extrême droite, au Parti social français du colonel de la Rocque, avec une vision de l'Empire totalement installée. C'est même un des piliers de ce parti d'extrême droite à l'époque, dont il est militant. On voit qu'à l'Écho de Paris, il partage le point de vue de ces chroniqueurs qui pensent à la grandeur impériale. En fait, on découvre que Mitterrand, bien avant le Mitterrand politique, le Mitterrand jeune, le Mitterrand étudiant, dans ses engagements de prime jeunesse, est déjà attiré quelque part par cet empire qui lui amène le succès. Et en fait, pour arriver à le comprendre, c'est le choc à 14 ans quand il vient pour la première fois à Paris en famille, qui découvre l'exposition coloniale et qui pense à ce moment-là que la France ne serait rien sans cette grandeur impériale. Tout ça est assez cohérent, se retrouve à Vichy, et dans ses premières armes politiques au début des années 40, après la guerre, tout naturellement, il va aller vers l'Empire, puisqu'il pense que cet empire est une source de pouvoir, de grandeur, et quelque part, il pense que cet empire restera ad vitam aeternam dans l'espace politique français. Et il y a toujours cette dualité, d'ailleurs, que vous montrez d'ailleurs dans le livre, entre son nationalisme et l'idée que l'Empire doit être grande, la France doit être grande, en fait, tout simplement. Tout à fait. Et alors, continuons, parce qu'il y a énormément de choses à traiter, évidemment, dans ce livre qui est extrêmement fouillé, documenté, très précieux, hein, d'ailleurs, je le dis pour nos spectateurs. Parlons à présent du double discours, France-Afrique, réel politique. Je ne sais pas, on pense par exemple au discours de La Baule, où il incite, où il pense d'ailleurs qu'il va... Oui. Il est persuadé de lui-même, je pense qu'il le croit d'ailleurs, que c'est grâce à la lumière qui va venir de France que la démocratie va d'un seul coup s'éveiller sur le continent africain. On aurait pu lui souffler à l'oreille, et d'ailleurs Eric Corsela, lui, a soufflé à l'oreille. Oui, bien sûr, c'est lui qui a écrit... et tout à fait, il a écrit le premier jet du discours. Mitterrand a vraiment réécrit le reste. En fait, Mitterrand pense, et je crois que La Baule est un très bon exemple, que tout doit venir de l'Hexagone, tout doit venir de l'ex-métropole, donc tout doit venir de France, y compris amener la démocratie. Et donc il en est persuadé, y compris dans sa geste, d'une certaine manière, que la France doit rester protectrice de ce continent. Après avoir soutenu des dictatures pendant longtemps, d'ailleurs. Et d'avoir, même un peu après, vous remarquerez qu'après La Baule, il a continué à en soutenir quelques-unes. Il n'y avait aucune ambiguïté chez lui, puisque c'était une sorte de gestion par le prince, et non pas par... les ministres, non pas par d'autres conseillers. Et quand il a un conseiller, c'est son propre fils. C'est exactement les visions impériales qu'on peut avoir de ces princes qui considèrent qu'il y a des affaires privées et qu'elles ne peuvent être gérées qu'en famille. Et bien pour lui, l'ex-territoire colonial se gérait en famille. Il était d'une certaine manière à la fois le président de la République française et le dernier empereur d'un empire perdu, mais dont il pensait qu'il avait encore besoin d'un guide, et que ce guide, c'était lui.
Et c'est assez incroyable, et on découvre à travers les affaires qu'on connaît bien aujourd'hui, on découvre à travers les interventions militaires. La France a quand même le record d'Europe des interventions militaires en Afrique, je tiens à le rappeler, et sous Mitterrand, plus que d'autres. En fait, mais qu'est-ce que ça dit de lui, d'ailleurs, les interventions? On pense au Rwanda, par exemple. Alors, le Rwanda, c'est peut-être la dernière de toutes qui arrive au bout d'un système, parce que le Rwanda en lui-même, c'est comment Mitterrand a le sentiment d'avoir agrandi l'Empire. Il a mis un pied, une main sur un territoire qui ne devenait pas de l'empire colonial français originel. De cette manière, il a été damé le pion aux anglo-saxons. Et dans son imaginaire, depuis toujours, Fashoda, c'est l'humiliation ultime des Français face aux Anglais. Donc, laisser les Américains, les Anglais revenir au Rwanda, c'est inconcevable. Au point d'aller jusqu'au bout de sa vision qu'il a de l'Afrique, où les affaires se gèrent de cette manière-là. Et d'ailleurs, on le voit bien, Duclerc, qui a fait avec Maria Margolyes de très beaux articles dedans, démontre que bien au-delà de la responsabilité de la France, c'est la responsabilité de François Mitterrand, le Rwanda. Personnel. Il va jusqu'au bout avec une vision qui n'est pas une vision de l'instant, qui n'est pas qu'une vision diplomatique, qui est une vision sur le temps long. Et quand on voit dans ses premiers livres qu'il a écrits en 53-57, le terme de fashoda, d'humiliation, de fait que l'ennemi est là, qu'il va falloir défendre l'Empire colonial français, c'est quelque chose qui est totalement incrusté en lui. Totalement ancré, mais aussi passé. Il y a un héritage qui est transmis. Ça aussi, c'est très, très intéressant. Et vous racontez que cet héritage, il est à gauche, mais aussi à droite. Tout à fait. Il a parfaitement hérité de la vision gaulliste et de Foccart de gérer l'Afrique avec la France-Afrique. On le dit d'ailleurs dans le livre que si Foccart n'avait pas été inventé, imaginé par De Gaulle, il l'aurait lui-même inventé. Et surtout, la gauche a hérité de cette histoire. 14 ans de présence de Mitterrand au pouvoir, c'est pas neutre. Ça a construit une certaine relation avec l'Afrique. Ça, dont héritera à la suite Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et un peu aussi Emmanuel Macron. Ça induit aussi une vision à la mémoire coloniale très particulière. Mitterrand considérait qu'il fallait une mémoire nostalgique. Il l'avait même promis à l'Association des rapatriés recours de construire un mémorial à l'œuvre coloniale française à Marseille avec son ami Defer, maire de Marseille. Donc quand vous regardez ces éléments-là qui pèsent quelque part sur la gauche française, de ne pas avoir été capable de regarder cette relation de Mitterrand avec cette histoire, de ne pas avoir été capable de regarder en face l'histoire coloniale, d'avoir une relation ambiguë avec l'Afrique et les Outre-mer. On traite aussi de la bombe en Polynésie, on traite d'Ouvéa dans ce livre pour démontrer que chez Mitterrand, tout ça continuait à constituer un empire. Dans sa manière de gérer les choses, on comprend que la gauche a eu un gros problème parce qu'elle n'a jamais, en fin de compte, ouvert l'album de famille. Et les conséquences sont terribles aujourd'hui. Et en un mot, parce qu'on arrive au terme de cet entretien, Emmanuel Macron avait promis une rupture, mais on voit dans le livre que c'est pas tout à fait net, en fait, cette rupture. Il a récupéré, je pense, un poids du passé que porte Mitterrand, pas le seul, d'autres que lui le portent. François Hollande a fait aussi ses premières erreurs, Nicolas Sarkozy, sur la France gaulliste. Et il a cru qu'il arriverait à dépasser tout ça. Peut-être qu'il n'a pas assez mesuré ce que représentait comme poids foncier et fondamental ce passé mitterrandien. Je rappelle aujourd'hui, on ouvre le livre sur cette petite phrase qu'encore sur le site de l'Élysée, il y a une petite phrase qui dit dans la biographie officielle de François Mitterrand qu'il a été un grand décolonisateur. C'est fantastique. Est-ce que là, il a écrit lui-même. Il a écrit lui-même. Et personne, surtout après lui, n'a osé le réécrire. Et si Emmanuel Macron avait regardé peut-être avec ce spectre à 360 degrés tout cet héritage, peut-être qu'au-delà des discours, dans les actes, dans les faits, il aurait pu certainement avoir un autre chemin pour sa relation avec l'Afrique. Merci infiniment. C'est plus de 900 pages, donc allez-y, vous allez voir, il y a énormément de choses. Merci Pascal Blanchard d'être venu pour cet ouvrage qui dresse, je précise, un portrait nuancé et critique. C'est ni pour ni contre Mitterrand, du début de sa carrière jusqu'aux responsabilités, évidemment, dans le génocide des Tutsis au Rwanda, mais bien au-delà, on en a parlé. François Mitterrand, le dernier empereur, c'est chez Philippe Ray. Allez-y, c'est toujours extrêmement instructif. Voilà. Merci beaucoup Pascal Blanchard. Merci. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir forcément de Dakar à Paris en passant par Alger. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.